Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Bon, tous les produits sont là? Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 62e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une comédie aujourd'hui culte qui marqua en plein cœur des années 70 le grand retour de l'une des plus grandes stars du cinéma français, Louis de Funès. Après avoir survécu à 2 infarctus qui ont bien failli l'emporter, l'acteur revient enfin au sommet sous l'impulsion du producteur Christian Fechner avec L'aile ou la cuisse. Le 27 octobre 1976, cela faisait en effet presque 3 ans jour pour jour que Louis de Funès n'avait pas figuré en haut de l'affiche. Son retour, nous le devons à la détermination du producteur Christian Fechner, qui a tenu tête à des médecins très prudents et aux compagnies d'assurance réticentes à couvrir un acteur convalescent. Grâce à cet acharnement, De Funès a enfin pu reprendre sa carrière après le triomphe des aventures de Rabbi Jacob en 1973. Mais L'aile ou la cuisse n'est pas seulement le retour d'une star. C'est aussi la rencontre entre Louis de Funès et Coluche, le nouveau trublion de la scène comique française. Ce duo improbable incarne la transmission entre 2 générations de comiques, un passage de témoin qui lui aussi a bien failli ne jamais se faire. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais vu L'aile ou la cuisse, ça parle de quoi ? The menu, please. Charles Duchemin, directeur d'un célèbre guide gastronomique, est toujours déterminé à défendre la cuisine traditionnelle française face à l'industrialisation alimentaire. Il est justement en conflit avec Jacques Tricatel, le nouveau pape de la malbouffe. Alors qu'il prépare l'édition annuelle de son guide, Charles est aussi confronté à son fils Gérard, qui préfère se consacrer à une carrière dans le cirque plutôt que de reprendre l'empire familial. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin... Ça fait longtemps que tu... Ça. Ben, il y a quelque temps, j'avais pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Oui, puis j'ai monté ça. Pour vous raconter toute l'histoire de L'aile ou la cuisse, il faut remonter à la fin des années 60. Christian Fechner, alors jeune manager d'artistes et producteur de disques, fait déjà preuve d'un flair exceptionnel pour détecter les tendances et repérer des talents prometteurs. Son ascension débute avec la gestion de la carrière d'Antoine, chanteur populaire du moment, icône de l'esprit contestataire et de la génération yéyé. Antoine est accompagné par une bande de musiciens farfelus qui se font appeler les Problèmes. Cependant, leur collaboration prend rapidement fin. Antoine décide en effet de suivre une autre voie, abandonnant Fechner. Loin de se laisser abattre, ce dernier voit immédiatement le potentiel comique et musical des Problèmes. Il prend une décision audacieuse, transformer ce groupe en vedette autonome en les rebaptisant les Charlots. Louis Rego et Jean Sarus, 2 membres du groupe, se souviennent de cette époque. Fechner, quand il a vu le succès que ça avait en radio, ne nous a pas demandé si on avait envie d'assumer. Il ne nous a rien demandé. Il avait l'intention de former un groupe, lui, d'inventer un groupe qui s'appellerait les Charlots. C'était ça, son idée. Le premier des Charlots, c'est Christian Fechner. C'est Christian qui a immédiatement transformé ça à sa façon, avec brio d'ailleurs. Je sais pas ce qu'arrive à la Marie. Moi non plus. Depuis qu'elle est montée à Paris. Le succès populaire des Charlots étant de plus en plus grandissant, Fechner décide rapidement de faire du groupe des vedettes de cinéma. En 1970, la bande tourne son premier film, La Grande Java, sous la direction de Philippe Clair et produit par Michel Ardan. Cependant, le tournage laisse un souvenir amer aux membres du groupe, comme le rappellent Louis Rego et Jean-Guy Fechner, batteurs du groupe et frères de leur manager, Christian. On s'est pas très bien entendu avec Philippe Clair, qui était à la fois réalisateur et comédien dans le film. On tourne un peu comme ça, vous savez, il vaut mieux qu'ils devinent, qu'ils découvrent ce qui va se passer. Nous d'ailleurs, on ne sait même pas ce qui va se passer. C'est très bête la manière dont le groupe était utilisé. C'est-à-dire que tous les personnages sont toujours visibles
dans le plan. Si l'un doit jouer à la surprise, il y a 5 cons qui jouent la surprise. C'est un peu lourd. Malgré les difficultés rencontrées sur ce premier projet, cette expérience s'avère déterminante. Sur le plateau de la Grande Java, les Charlots font la rencontre de Claude Zidi, alors directeur de la photographie. Avec Zidi, le courant passe immédiatement. Ce dernier nourrit déjà le rêve de réaliser son premier film et les Charlots décident de lui faire confiance pour leur prochaine aventure cinématographique. Joli, le monde est joli, joli. Et puis Philippe Clair, derrière, nous a amené un scénario de 200 pages qui s'appelait La Grande Mafia, après La Grande Java. Et Zidi nous a amené 2 pages. Et c'était Les Bidasses en folie. Sous la pression des Charlots, Christian Fechner convainc donc Michel Ardan, producteur de La Grande Java, de confier la réalisation du prochain film de la troupe au débutant Claude Zidi. Ainsi naît Les Bidasses en folie. Un véritable coup de maître, tant le film rencontre un succès retentissant à sa sortie. Ce succès marque le début d'une collaboration prolifique entre les Charlots, Fechner et Claude Zidi donc. Le triomphe des Bidasses en folie est suivi par d'autres succès, notamment Les Fous du Stade, qui propulsent les Charlots au sommet du box-office français et les établit comme des figures incontournables de la comédie populaire. Fort de ses réussites, Christian Fechner nourrit des ambitions grandissantes en tant que producteur. Admirateur de Louis de Funès, il rêve d'associer la plus grande star comique française à la troupe des Charlots, représentant une nouvelle génération de comédiens farfelus et populaires. Au cours de l'année 1972, Fechner invite donc Louis de Funès à dîner dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris, La Serre, situé près des Champs-Élysées. Lors de cette rencontre, il propose à l'acteur l'idée d'un film basé sur l'une des chansons humoristiques des Charlots, Merci Patron. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. De Funès, conscient de l'ascension fulgurante de ces jeunes artistes et du vent de modernité qu'ils incarnent, donne son accord de principe. Enthousiaste, il accepte même de rencontrer la bande de Joyeux Luron pour discuter plus précisément de ce projet audacieux. Phil se souvient très bien de cette rencontre. On l'avait rencontré, on est allé le voir au théâtre, après sa représentation, je crois qu'il jouait Oscar à l'époque, et il nous avait dit attention, je serai toujours là, même si je suis pas sur le plateau, il y aura ma photo. Et c'était un personnage extraordinaire, mais on ne connaissait pas du tout, on l'admirait beaucoup, surtout Jean Sarrus qui avait tendance même à imiter De Funès quand il faisait la comédie, qu'il fallait lui faire la guerre pour qu'il arrête. C'était un projet moi que je trouvais sympa. Fechner et les Charlots ne conçoivent pas de réaliser le film sans Claude Zidi, qui de son côté poursuit avec succès sa carrière de cinéaste. Cependant, le calendrier de chacun s'avérant chargé, il faut patienter 2 ans pour que le projet Merci Patron puisse réellement prendre forme. Malheureusement, en 1975, Louis de Funès est victime de 2 infarctus successifs qui l'obligent à mettre sa carrière entre parenthèses. Forcé au repos, il abandonne temporairement les plateaux de cinéma et les planches au grand désarroi de ses admirateurs. Dans ce contexte, le projet de Merci Patron est logiquement mis de côté et finit par être abandonné, laissant Fechner, les Charlots et Zidi poursuivre chacun de leur côté leur trajectoire respective. Cet abandon marque également les premiers signes de tension entre Christian Fechner et les Charlots, qui après plusieurs années de collaboration fructueuse, commencent à diverger sur leur vision artistique et professionnelle. Ces dissensions vont progressivement s'accentuer, notamment autour des choix de projet et de la gestion de leur carrière. Finalement, les divergences deviennent irréconciliables et les Charlots mettent un terme à leur partenariat avec Fechner. Cette séparation met fin à une collaboration qui avait pourtant contribué à faire d'eux les rois du box-office au début des années 70. Malgré la séparation avec les Charlots et la mise en retrait de Louis de Funès pour raison de santé, l'idée de produire un film avec l'une des plus grandes stars françaises de l'époque ne quitte pas Christian Fechner. C'est grâce à Claude Zidi, avec qui le producteur entretient une relation de confiance depuis leur premier succès, que ce rêve va finalement se concrétiser. Le cinéaste, fort de sa propre ascension dans le cinéma comique, imagine un projet parfaitement taillé pour un retour en grande pompe de Louis de Funès. L'idée, c'est dans un restaurant, qui est le Petit Colombier, rue des Acacias, puis voilà, et le maître d'hôtel. J'avais mes habitudes un peu là-bas, et le maître d'hôtel me demande... Je commande un poulet, et il me dit, monsieur Zidi, l'aile ou la cuisse? Et puis il me dit, ça c'est un titre. C'est un titre.
Les Loups la Cuisse, un film, et puis comme c'était un bon restaurant, très bon restaurant. Je dis tiens, un film sur la restauration, sur les restaurants et sur les guides, sur les étoiles, etc. Ça peut être un inspecteur, oui, ça vient assez vite. Et je téléphone en sortant de table, je téléphone à Fechner. Je lui dis écoute, je viens d'avoir une idée pour un prochain film éventuel. Un titre d'abord, Les Loups la Cuisse. Ah oui, pas mal, oui. Voilà, un guide, un inspecteur. Ah oui, pas mal, écoute, bon, d'accord. Le lendemain, il m'appelle et il me dit Claude, oui, Les Loups la Cuisse, oui. On a De Funès. Bon, ah oui, bah, très bien, formidable. Bon, on sort telle date. Je fais, mais attends, j'ai que le titre. Je fais, bah oui, mon vieux, démerde-toi. Christian Fechner, détectant en effet le potentiel comique d'un tel sujet, s'est empressé de le proposer à Louis de Funès. Pressé par le temps que lui accordait le producteur, Claude Zidi n'a d'autre choix que de se mettre rapidement au travail. Et je commence à imaginer une histoire avec, sur guide gastronomique, un directeur, son fils, une transmission, voilà, et un fils qui veut surtout faire autre chose que ça, quoi, voilà. Alors j'ai pas fait d'enquête, je suis pas sûr que ce soit très proche de la réalité quand même, ce qu'on montre dans le film. Non. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas, j'imaginais, il y a un guide, quoi. Très proche d'un guide qui existe. Séduit par l'idée de collaborer enfin avec Fechner, et surtout de reprendre enfin le chemin des plateaux, Louis de Funès donne son accord de principe avant même que Zidi ait achevé le scénario. Si tout le monde est emballé par ce projet, Fechner et Zidi vont devoir tout de même s'arranger pour obtenir le feu vert des médecins de la star encore fragile, et surtout des assurances. J'avais aussi affirmé, signé même que j'avais le rôle de De Funès en 6 semaines. On a tourné 12 semaines. Et on a tourné 12 semaines avec lui. Et voilà, les assurances demandent des garanties, on leur donne, en sachant que s'il y a un problème, on verra ce qui se passe, quoi. On n'appliquait pas le principe de précaution complètement, oui, à l'époque. Je crois que Fechner en a parlé plusieurs fois. C'est lui le producteur qui a pris le risque de faire le film. Il a fait trouver les distributeurs, les financiers. Donc ça a été un peu compliqué. Mais pour en revenir à ça, moi je ne touchais pas d'argent tant que le film n'était pas terminé. Il n'y avait pas le salaire. J'ai accepté ce principe, si vous voulez, prendre le risque. Pour incarner le fils du personnage de Louis de Funès, Fechner et Zidi pensent naturellement à Pierre Richard. Pourquoi naturellement ? Tout d'abord parce que l'acteur enchaîne les succès depuis Le Distrait, qu'il a lui-même réalisé en 1970. Ensuite parce que Claude Zidi le connaît bien, après l'avoir dirigé dans La Moutarde me montonnait et La Course à l'échalote. Avec Pierre Richard, on a été voir De Funès au théâtre. Il jouait à l'époque La Valse du Toréador. J'ai écrit le scénario, ça a pris du retard dans l'écriture. Il a fallu commencer à construire les décors, parce qu'il y a quand même ça prend 2 mois pour faire les décors. Et puis, un jour, le scénario se termine, à 15 jours du début de tournage. Je l'envoie à Pierre Richard, qui m'appelle le lendemain en me disant « Claude, j'aime pas le scénario, je ne fais pas le film ». J'avais fait 2 films avec Zidi, j'aimais bien Claude. Et puis De Funès, quand même, c'était pas n'importe qui. Au contraire. Mais j'aimais pas le rôle. Et si j'aime pas le rôle, je me dis tous les matins, oh là 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 là, faut que je joue ça. Je me suis jamais obligé à jouer quelque chose que j'ai pas envie, même bien payé. D'ailleurs, j'ai dit à Fechner, le producteur, qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? J'ai dit, parce que j'aurais l'impression d'aller à l'usine tous les jours. Il m'a dit, à ce prix-là, on peut y aller. Je dis, pas moi. Mais le plus fort, c'est que le matin, à 7h30, 8h, j'étais dans mon lit, c'est réveil, je prends le téléphone, en général, je le prends pas à cette heure-là, mais je le prends, et allô, et j'entends, c'est Louis de Funès qui m'appelait à 8h. Alors j'étais là, oui, Louis. Il me dit, mais qu'est-ce que j'apprends, vous faites pas le film? J'ai dit, non Louis, mais pourquoi? J'ai dit, parce que j'aime pas le rôle, oui, Dieu sait que j'aurais aimé jouer avec vous, mais je sens pas le rôle et tout. Et il m'a dit cette chose stupéfiante, il m'a dit, mais le scénario, il est comment?
Je dis, il est bien le scénario, ça n'a rien à voir, j'allais pas. Ouais. J'ai dit, il est bien le scénario, mais j'ai compris qu'il avait pas lu, lui, il s'en fout. Il signait. Il s'en foutait, lui. Il m'a dit, comment il est le scénario? Donc, il n'avait pas lu, il me demande. Il est bien, lui, il est très bien. C'est génial. Vous auriez dit le contraire, vous n'avez pas le film non plus. Alors, il dit, bon, ben, très bien, allez, c'est le regrette, allez, paf! Ah oui. Et lui, j'ai compris qu'il lisait pas forcément parce qu'il sait toujours qu'il pourra s'en tirera. Donc j'ai appelé Fechner en dit non, Charles le fait pas. Alors, ça a déclenché tout un truc. Toscan du Plantier qui dirigeait la Gaumont veut plus faire le film parce qu'il a plus plaît Richard. Vercel qui dirigeait le Pâté veut le film parce que les exploitants veulent le film. Bon. Et moi donc il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre. Zidi se tourne alors vers le jeune trublion de la scène française de l'époque. Une figure déjà incontournable grâce à des spectacles marqués par un humour mordant et provocateur et qui commence petit à petit à se faire une place au cinéma. Donc moi je pense à Coluche, que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais déjà tourné, avec les Charlots d'ailleurs, dans Le Grand Bazar. Alors je propose Coluche, Fechner est d'accord. Il a fallu quand même convaincre De Funès, donc on a été le voir avec Fechner, on a été dans son château près de Nantes. On a proposé Coluche. Bon, De Funès n'était pas contre, mais Madame De Funès, elle était quand même pas... elle n'aimait pas, le Coluche, il est vulgaire, il est gros... voilà, bon, bref. Et à ce moment-là, passe Olivier, le fils de Funès. Et De Funès fait Olivier, oui, il y a un problème sur l'aile ou la cuisse, là, c'est Coluche qui remplace Pierre Richard, etc. Et le fils, Olivier, bondit de joie. Il dit, mais il est formidable, papa. Voilà. Le reste du casting de L'aile ou la cuisse réunit des seconds couteaux talentueux qui enrichissent le film avec des personnages devenus mémorables. L'incontournable Claude Jansac, qui pour une fois n'incarne pas la femme de Funès, mais son assistante, victime d'une malheureuse chute. Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! La jeune actrice suédoise Anne Zacharias, que Zidi avait repérée dans le film de Jacques Doyon, les doigts dans la tête. Qui êtes-vous? Votre nouvelle secrétaire intérimaire. Vous vous appelez comment? Marguerite, et vous? Je m'appelle Monsieur le Directeur. Raymond Bussière, qui joue le chauffeur de Louis de Funès, acteur vu dans presque une centaine de films, et que Zidi rappellera en 1980 pour jouer le vieux bachelier des Soudoués. Je crois que nous sommes suivis. Suivis? Je peux le semer si monsieur veut. Oui, comment? En roulant vite. Ah non. Ah non. Mais vous savez? J'ai su, monsieur. Et enfin, Julien Guillaumard, autre fameux second rôle qui endosse le costume du désormais célèbre Tricatel, nouveau pape de la malbouffe inspiré par Jacques Borel, figure emblématique de l'entrepreneuriat français, notamment connu pour avoir introduit et popularisé les concepts de restauration rapide et de cafétéria en France. Je me baladais souvent sur les autoroutes et on n'avait pas le choix. Il y avait Jacques Borel, voilà. Et c'était pas vraiment pas très bon, faut bien le dire. C'était le concessionnaire exclusif des restaurants d'autoroute. C'est pour ça que j'ai imaginé le personnage de Tricatel, qui est un mélange de Trigano et de Jacques Borel. Vous voyez. Alors je ne sais pas pourquoi Trigano, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est pour fabriquer un nom qui a une consonance assez un peu amusante, quoi. Tricatel. Demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement. Philippe Bouvard, célèbre journaliste et animateur de télévision et de radio, fait lui une courte mais savoureuse apparition dans son propre rôle. L'occasion aussi pour lui de côtoyer un acteur qu'il connaît bien et qu'il admire. Moi j'avais connu quand même De Funès plusieurs fois avant de tourner avec lui, parce que étant chroniqueur au Figaro, j'avais entre autres tâches celle d'interviewer des vedettes. Allô? Ah, cher monsieur Bouvard. Et donc, quand Louis de Funès est devenu, mais assez tardivement, après 45 ans, une grande vedette, j'avais été l'interviewer. Et ce qu'il m'avait dit est resté à jamais dans ma mémoire. D'abord, il m'avait raconté comment il avait galéré en étant pianiste dans des petits cabarets minables où il n'y avait même souvent pas de cachet, mais le dîner lui était offert par la patronne. Et puis, le succès était venu peu à peu, et il avait changé d'appartement, et pour lui,
Enfin, c'était son aveu, sa précision, sa confidence. Le succès, c'était de pouvoir avoir des rideaux aux fenêtres. Et surtout, il me disait, j'ai divisé ma vie en 2 périodes. Celle où j'avais que l'eau froide et celle où j'ai eu l'eau chaude. Le tournage de L'aile ou la cuisse débute le 24 mai 1976 et doit être adapté à la santé encore fragile de Louis de Funès. Sur le film, il y avait un médecin en permanence qui était là pendant le tournage, avec... il n'y avait pas un bloc opératoire, il y avait un minimum de matériel au cas où. C'était imposé par les assurances. D'ailleurs, ça n'a servi il ne s'est rien passé de particulier. Au dernier moment, Louis de Funès quittait sa roulotte médicalisée pour rejoindre le lieu du tournage. Et bien sûr, on m'avait suggéré de bien apprendre le texte et de faire attention à la façon dont je l'interprétais, afin qu'il n'y ait pas trop de prises et qu'on ne fatigue pas trop l'acteur, pour qui tout le monde avait beaucoup de déférence. Mais De Funès ne va pas revoir ses exigences à la baisse, demandant à Zidi de faire un maximum de prises. L'acteur perfectionniste tient toujours à peaufiner chaque réplique, chaque geste et chaque expression pour atteindre l'effet comique optimal. Il faut plusieurs prises, parce qu'il faut qu'il s'habitue, qu'il rentre dans le rythme de la scène. Et effectivement, il faut que les autres comédiens suivent. Parce qu'il accélère de scène de prise en prise. Vous voyez, c'est vrai qu'il aime faire 7, 8, 10 prises, parce qu'il va de plus en plus vite, il est de plus en plus... De Funès, si vous voulez, je crois qu'avec Houry, d'ailleurs, il arrivait à 30, 35 prises. Mais tout d'un coup, il est ailleurs, il est complètement en transe. Voilà, donc il faut qu'il rentre dans une sorte de transe. Mais il ne faut pas que les acteurs modifient leur jeu, par contre, autour. C'est-à-dire qu'il a ses... Et voilà, tout à coup, il est surpris si un acteur ne change sa façon de jouer. Ça le dérange un peu dans ça. Il s'est habitué au jeu des autres et lui, il accélère peu à peu. Il accentue sa gestuelle, si vous voulez. Ça devient à la fin, ça peut devenir du dessin animé. Dès le début du tournage, l'entente entre Coluche et Louis de Funès se révèle très bonne, malgré leurs différences d'âge et de style. Coluche, à l'époque en pleine ascension, admire profondément Louis de Funès, véritable monument du cinéma français, tandis que ce dernier apprécie l'humour irrévérencieux et le talent instinctif de son jeune partenaire. Coluche était vraiment... tourner avec de Funès, pour lui, c'était formidable. Il m'a dit... Mais je tournerais à l'œil. Non. Mais heureusement. On m'avait dit, une réputation épouvantable, il est très méchant, il va te mettre de dos, il sera de face dans le champ et dans le contre-champ. Au fur et à mesure que tu parles, il tourne. Et puis après ça, de toute façon, s'il t'a pas eu au tournage, il t'aura au montage parce qu'il y passe. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui alors qu'il n'était pas obligé. Coluche ne se laisse tout de même pas intimider par De Funès, malgré la stature impressionnante de ce dernier dans le paysage cinématographique français. La première scène est assez amusante. C'est dans la chambre de Coluche. Il s'entraîne avec des œufs. Il veut faire clown, donc il s'entraîne. Et puis son père rentre à l'improviste comme ça pour lui annoncer quelque chose. Et voilà la scène. Et donc je commence par les plans sur De Funès, avec Coluche de dos. Bon, tout se passe bien. Ensuite, on change la caméra d'axe, on est sur Coluche et De Funès et de dos. Et la première prise, Coluche, au milieu de la scène, De Funès éclate de rire. Alors, on est obligé de couper. Et là, je vois Coluche qui blanchit. Et qui dit à De Funès, pourquoi vous avez ri, Louis ? Parce que vous étiez très drôle, Michel. Oui, mais c'est coupé. Oui, mais enfin, vous étiez très drôle. Oui, d'accord, mais vous aussi, vous étiez très drôle. J'ai pas ri. Mais vous vous rendez compte, si on commence à rire à chaque fois qu'on est drôle, mais on va pas arrêter. Le film n'est pas terminé, hein. Alors, ne recommencez plus. Tout
Tout au long du tournage, un petit jeu s'installe même entre eux, fait de provocations amicales et de défis tacites. Rivalité ? Pas vraiment, mais plutôt une forme de complicité espiègle où chacun cherche à titiller l'autre pour susciter des réactions spontanées et enrichir leur jeu d'acteur. Je ne pense pas qu'il y avait une vraie rivalité entre Coluche et De Funès. Ils n'avaient pas le même âge. Bon, Coluche était déjà une vedette, mais Louis De Funès était une grande vedette. Et c'était un personnage mythique. D'abord parce qu'il avait inventé une sorte de comique, parce que personne ne jouait, faute de pouvoir sans doute, jouer la comédie comme il la jouait. Et puis parce qu'à cette époque où il est déjà très avancé dans sa carrière, on est inquiet pour sa santé et on a l'impression qu'il se suicide devant la caméra. Moi, ça a été mon impression. Je me suis dit, il ira pas loin, on sait qu'il a une insuffisance cardiaque, il met tellement de cœur dans ses tournages qu'un jour, il y laissera sa peau. Le tournage de L'aile ou la cuisse s'avère compliqué pour la jeune actrice suédoise Anne Zacharias, notamment en raison des relations contrastées qu'elle entretient avec ses célèbres partenaires. Si les échanges sont distants mais cordiaux avec Louis de Funès, la relation entre Anne Zacharias et Coluche est beaucoup plus tendue. Non, j'ai pas compris Coluche du tout. Coluche était Coluche, rien d'autre. C'était pas un bon contact, disons. Un contact, oui, mais pas... Il m'a pas aidé, disons, non. Il pouvait faire les gens se sentir mal dans la peau. Il y a des acteurs qui t'aident, disons, qui te donnent quelque chose, qui te supportent, qui te donnent l'envie de donner, qui te fait faire des choses que tu n'oseras pas faire. Mais lui, il jouait pour lui-même. C'était quelqu'un pour... Il y a des acteurs comme ça, qui sont très bien, qui sont de grands comédiens, mais qui partagent pas. Ils sont dans son monde. Le tournage de L'aile ou la cuisse s'achève en août 1976 et s'est déroulé sans accroc majeur, en grande partie grâce au travail de préparation rigoureux de Claude Zidi. Connu pour son efficacité et son organisation, le réalisateur a planifié chaque détail pour garantir un déroulement fluide. Évidemment, je privilégie l'acteur, mais je filme le scénario. Moi, je filme le scénario, comme j'écris le scénario, si vous voulez. Quand j'écris, je vois déjà l'acteur et la caméra. Vous voyez, c'est très difficile, j'ai beaucoup de mal à écrire une scène que je n'ai pas visualisée. C'est pour ça que des fois, c'est un peu long, il faut vraiment que je la voie carrément jouer. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître les comédiens qui vont jouer la scène. La bande originale de L'aile ou la cuisse est composée sans surprise par Vladimir Cosma, auteur des musiques des plus grandes comédies françaises des années 70 et 80. Le compositeur imagine pour le film de Zidi une musique mêlant différents styles, rythmes et instruments du XVIIe siècle au XXe siècle. Afin de refléter l'univers du critique gastronomique Charles Duchemin, il s'inspire des grands festins de la cour, notamment ceux de Versailles sous le Grand Siècle. Toutefois, il souhaitait un regard d'aujourd'hui sur une musique ancienne, créant ainsi une bande originale entre tradition et modernité. L'aile ou la cuisse sort en salle le 27 octobre 1976. Si les critiques sont partagées, le public lui se déplace en masse, ce que son réalisateur ne sait pas tout de suite. Je déteste vivre la sortie des films, donc je partais en général en voyage. Là, j'étais en Écosse, fin fond de l'Écosse, il n'y avait pas de portable à l'époque, et j'ai appris le nombre d'entrées au bout d'une semaine. Et j'ai confondu au téléphone, j'ai eu ma secrétaire, et j'ai confondu le nombre d'entrées du premier jour avec le nombre d'entrées de la semaine, ou l'inverse. J'ai cru que le film était un bide total. Et en réalité, il avait fait, je crois, 260 000 entrées la première semaine à Paris. Donc, je ne sais plus. Enfin, gros score. Oui, ça a été un gros succès, oui. Au final, le film cumule plus de 5 800 000 entrées, se classant numéro 2 du box-office de l'année 1976, derrière le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, et ses 6 300 000 entrées. Après ce succès, Louis de Funès et Coluche tourneront chacun à nouveau avec Claude Zidi, le premier dans La Zizanie en 1978,
Le second dans L'Inspecteur la bavure en 1980, Banzai en 83 et Les Rois du gag en 85. Mais leurs chemins ne se croiseront malheureusement plus jamais au cinéma. Si L'aile ou la cuisse est encore et toujours considéré par beaucoup comme une simple comédie populaire, le film de Claude Zidi est avant tout une satire sociale dont le propos reste parfaitement actuel. Il critique avec humour l'industrialisation de l'alimentation et la standardisation du goût, en opposant tradition et modernité dans la gastronomie française. Dans les années 70, la France connaît en effet des transformations majeures, notamment avec l'essor de la grande distribution et des chaînes de restauration industrielle. À travers le duel entre Charles Duchemin, critique gastronomique intransigeant, et Jacques Tricatel, grand patron cynique de l'agroalimentaire, L'aile ou la cuisse illustre ces mutations en dénonçant la perte des valeurs culinaires et du savoir-faire artisanal au profit d'une production de masse standardisée. Le film est également l'un des premiers à mettre en avant la gastronomie française, un thème encore peu exploité dans le cinéma hexagonal, comme le rappelle Philippe Bouvard. Un des principaux mérites du film, et de Claude Zidi, qui l'a initié, c'est de s'être penché pour la première fois, fût-ce de façon drôlatique, parce qu'il n'y avait pas que des instants dramatiques, sur la place que prenait non seulement la gastronomie, mais tous les artisans de la gastronomie. C'est-à-dire, les industriels de la restauration, c'est-à-dire les grands restaurateurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquaient les réputations de la spécialité avec des guides et en décernant des étoiles. Mais c'était la première fois qu'on avait l'impression d'entrer dans les coulisses de la gastronomie. Et pas dans ce qu'elle avait de plus glorieux, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait un côté fabriqué à la chaîne qui ne répondait pas au canon de la gastronomie. Enfin, L'aile ou la cuisse met en lumière l'influence grandissante des médias sur la perception du public, notamment avec la célèbre scène de la dégustation en direct à la télévision. Cette séquence souligne la volonté des industriels de manipuler l'opinion pour imposer leurs produits, souvent au détriment de la qualité. Avec son humour toujours efficace et son message toujours d'actualité, L'aile ou la cuisse reste une œuvre incontournable du cinéma français. Voilà, c'était Max pour ce retour sur L'aile ou la cuisse. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles à l'écoute sur notre site retouratlecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.